Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous allons aujourd'hui parler de ce phénomène mondial, cette vague conservatrice mondiale qui frappe aussi le Liban. Cette vague conservatrice qui débute par la Cour suprême américaine, qui renverse l'arrêt dans lequel la Cour elle-même permettait l'avortement aux États-Unis. En Europe, samedi dernier, en Norvège plus précisément, un terroriste homophobe a tué 2 personnes et en a blessé 21 dans une attaque contre un bar gay. Le Liban n'échappe pas à cette vague conservatrice. Le week-end dernier, la communauté LGBTQ+, voulait organiser un rassemblement public en marge du mois des fiertés. Vendredi, le ministre de l'Intérieur a émis une circulaire urgente appelant les forces de sécurité intérieure à empêcher les regroupements qui, je cite, font la promotion des déviances sexuelles. Des menaces de mort ont également été proférées à l'encontre d'un avocat et activiste tripolitain parce qu'il avait critiqué sur Facebook la position du mufti d'Erien, mufti de la République, sur les droits des homosexuels. Vendredi également, un panneau publicitaire en fleurs représentant un arc-en-ciel, signe distinctif de cette communauté LGBTQ+, a été détruit par les forces de l'ordre assassines à Ashrafiyeh, et un groupe d'hommes se revendiquant être les soldats de Dieu ont vociféré avec violence et menaces sur les réseaux sociaux. Samedi, des appels à une manifestation ont circulé toute la journée pour un rassemblement prévu dimanche pour dénoncer cette répression de l'État, alors que toutes les autorités politiques et religieuses de toutes les confessions se sont soulevées contre les droits des LGBTQ+. La manifestation a été finalement reportée pour des raisons de sécurité, notamment à cause d'une contre-manifestation qui s'organisait, ce qui aurait provoqué des incidents violents entre les différents protestataires. Pour en parler aujourd'hui avec nous sur le plateau, Asma Andraos, candidate aux dernières élections législatives à Beyrouth 1, sur la liste soutenue par l'entrepreneur Antoun Sehnaoui. Asma Andraos, durant votre campagne, votre programme s'est démarqué de tous les autres candidats parce qu'il défendait en tout premier lieu les droits des femmes et les droits de la communauté LGBTQ+. Quelle lecture vous donnez des événements de ces derniers jours au Liban ? Comme vous l'avez très bien dit vous-même, on ne peut pas regarder ce qui se passe au Liban en marge de ce qui se passe dans le monde. Mais revenons au Liban. Le Liban est un pays, qu'on soit d'accord ou pas, en grande partie conservateur. C'est aussi un pays où la religion a un rôle prépondérant. Nous ne sommes malheureusement pas encore arrivés à une étape où on peut séparer l'État de la religion. Et je pense que, et je dis ça avec tristesse, nous avons un problème majeur au Liban qui touche bien entendu la communauté LGBTQ, mais aussi les femmes et toute personne différente de l'autre. Nous n'acceptons pas et nous devons apprendre à accepter l'autre dans sa différence, l'autre dans des positions qui ne ressemblent pas aux nôtres, l'autre dans des manières de voir la vie qui soient différentes de la nôtre. Je pense que le problème, c'est qu'au Liban, l'autre n'existe pas. Chacun de nous est convaincu que sa vérité est la seule. Ce n'est pas le cas. Nous sommes un pays pluriel, divers. C'est à la fois une richesse, mais c'est à la fois aussi, ça rend tout très précaire. Et il faut toujours, moi je repars toujours à l'amour de l'autre, l'amour comme il est prôné par notre religion, s'il faut regarder ça d'un point de vue de la religion. Jésus-Christ a lui-même dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai tous aimés ». Mais aussi les droits fondamentaux comme ils sont consacrés dans la Charte des droits de l'homme. Le droit à l'amour, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la croyance, le droit d'exister comme bon nous semble, tant que nous n'empiétons pas sur le droit d'exister d'autrui. Je pense aussi qu'il faut quand même remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Dans un pays comme le nôtre, dans un pays dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, combien utile est cette polémique ? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Internet s'est arrêté pendant plus de 3 heures hier. Nous sommes dans une situation où nos droits économiques les plus élémentaires ne sont pas assurés. Est-ce que cette polémique est utile ? Et je vais aller plus loin que ça. Est-ce que faire de la provocation fait avancer les causes sensibles comme celles que je défends dans mon programme et que je défends dans ma vie ? Des LGBTQ, entre autres ? Non. Parce que quand on fait de la provocation, en général, on trouve de la réaction. Dans les 2 cas, tout ça fait que tout le monde devient antagonisé, les positions se radicalisent, et il n'y a plus de place au dialogue. Moi, je suis quelqu'un qui continue à dire qu'il faut que l'on apprenne à accepter l'autre, à accepter une opinion différente de la nôtre, à écouter le dialogue. Vous parlez d'accepter.
Vous parlez aussi des droits de l'homme, de la Charte des droits de l'homme de l'ONU. Mais durant ce week-end, les autorités civiles comme religieuses, chrétiennes comme musulmanes, ont fermé la porte à ce débat. Comme par exemple le Mufti Ja'farid, je cite, qui dénonce ceux qui veulent faire exploser la structure humaine et changer le système de la nature en faveur des pires types d'anomalies humaines. Donc là, même le dialogue pourrait faire avancer. Quelle est votre réaction à ces propos? D'abord, je crois qu'il n'y a pas de solution en dehors du dialogue. Pas juste pour ce sujet-là, mais pour tous les sujets. Sans dialogue, on peut rien faire avancer dans la société. Le monde change, il change tout le temps, il bouge. Parfois, il progresse et parfois, il régresse. Parfois, il se cristallise. Parfois, il devient plus libéral. Parfois, comme vous l'avez dit dans votre intro, il devient plus conservateur. Mais sans dialogue, nous n'allons pas y arriver. Et le dialogue, ça veut juste dire apprendre à écouter l'autre. Et puis, je veux aussi dire quelque chose. Ça veut dire quoi, eux et nous? C'est qui, eux? C'est nos sœurs, c'est nos frères, c'est nos cousins, c'est nos voisins, c'est nos fils, c'est nos filles. Mais c'est qui, eux? C'est qui, nous? On est tous des êtres humains. Et on est tous, pour ceux qui croient, et moi je crois, les enfants de Dieu. Donc, et même pour ceux qui ne croient pas, au final, in fine, nous sommes tous des êtres humains. Et nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous n'avons pas d'autre option. Nous ne pouvons pas décider que chacun va faire un pays, va déclarer sa petite république dans son quartier indépendante. Et nous vivons tous dans le même pays. Nous allons être amenés, que cela prenne 1 an, 5 ans, 10 ans ou 100, nous allons être amenés à apprendre à vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas juste des mots. Vivre ensemble, ça veut dire accepter que l'autre est différent de moi, mais qu'il a les mêmes droits que moi. Qui je suis moi pour donner des leçons au Mufti Ja'farid? Je n'en suis pas là. D'abord, je ne suis pas théologienne, ce n'est pas mon expertise. Mais au final, on le sait même au sein du Vatican, c'est une question épineuse, c'est une question qui divise. Le pape, qui est un des plus progressistes en la matière, au sein du Vatican, n'est pas toujours perçu positivement dans ses prises de position. C'est un débat qui a pris longtemps et qui n'est pas encore réglé tout à fait dans les sociétés occidentales et qui va prendre forcément dans des sociétés comme les nôtres, plus traditionnelles, plus conservatrices, plus religieuses, encore plus de temps. Est-ce que la réponse, c'est la violence? Jamais. Jamais, jamais. Le dialogue, l'ouverture, expliquer, parler, échanger et surtout, s'aimer. S'aimer. L'amour est à la base de tout. Sans amour, nous n'allons pas y arriver. Mais vous avez dit que nous sommes dans une société qui est assez conservatrice. Absolument. Mais est-ce que donc, au Liban, on est condamné à vivre dans ce carcan de conservatisme? On n'est jamais condamné à rien. Rien. Demain, c'est toujours mieux qu'aujourd'hui. L'espoir est un devoir. Et plus des voix prônant le dialogue, prônant l'ouverture, prônant le respect de la différence, s'élèveront, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons peut-être aboutir à une solution intelligente et constructive. Moi, je ne crois jamais qu'on soit condamné à quoi que ce soit. Je n'aime pas le mot d'ailleurs. Je pense que tout simplement, il faut accepter l'idée que ce sont des débats compliqués. Ce sont des débats difficiles. Ce sont des questions dans un camp comme dans l'autre qui cristallisent. Et mon rôle, je pense, juste parce que je suis quelqu'un qui défend les droits des LGBTQ, mais qui est aussi une part de tradition et qui suis aussi quelqu'un de croyant, peut-être que des gens comme moi peuvent avoir pour rôle de rassembler les positions, de rapprocher les points de vue, au moins de commencer par s'installer autour d'une table. Moi, j'aimerais beaucoup que cela puisse se faire, et peut-être, pourquoi pas, chez vous à ICI Beyrouth. Avec grand plaisir. Un expert en théologie, des représentants de la communauté LGBTQ, peut-être des représentants de l'Église ou d'autres religions, je ne sais pas, ceux qui sont plus ouverts que d'autres. N'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas une seule position. Les prêtres n'ont pas... Moi, mon programme, je l'ai Vous avez rencontré plusieurs hommes de religion durant votre campagne. Absolument. Et vous avez présenté votre programme politique, Absolument. dont cette question de la communauté LGBTQ+. Absolument. Quelle était leur réaction à ces hommes de religion? Elle n'est pas unifiée, c'est ça que j'essaie de dire. C'est la même chose dans toutes... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que tous les hommes religieux, même d'une même communauté, soient d'accord sur tout. C'est la même chose dans une famille, c'est la même chose dans une classe, c'est la même chose dans une société. Tout le monde n'a pas la même opinion. Bien entendu, l'Église a une opinion à ce sujet. Ce n'est pas à moi de revoir les opinions de l'Église. Je ne suis pas quelqu'un qui représente l'Église. Mais il y a des prêtres qui ont un regard plus humain sur tout ça, qui regardent tout ça
par le biais des droits de l'homme. Il y a des prêtres qui sont peut-être plus orthodoxes, c'est le cas de le dire, et qui, eux, croient que les relations hommes-femmes n'ont pour objectif que de faire des enfants et créer des familles. Mais tous ces gens-là ont accepté de parler avec moi. Ils ont lu mon programme. Certains m'ont soutenu, d'autres non. Certains m'ont dit qu'ils soutenaient une partie de mon programme, peut-être pas celle-ci. N'oubliez pas que ce n'est pas le seul sujet qui dérange au Liban. Moi, je parle de séparation des pouvoirs et de l'État et de la religion. Ça ne plaît pas à tout le monde non plus. Je parle de ça dans mon programme. Je parle des droits de la femme. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Je parle de la loi sur le statut personnel et que moi, je souhaiterais qu'elle soit unifiée. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. C'est pas grave. On ne va pas y arriver ni par la violence, ni par la provocation. Au final, on n'est pas dans une dictature. Mais on va y arriver, je suis certaine, parce qu'on finit tout... Le monde, même quand il régresse parfois, comme vous dites, comme maintenant il y a des vagues de conservatisme, mais le monde est toujours en progression. On va y arriver, mais il faut apprendre à accepter l'autre, à aimer l'autre, à accepter que nous sommes tous égaux sous le ciel, on va dire ça comme ça. Et avec le temps, avec le dialogue, avec des appels au calme, à la réflexion intelligente et posée, nous allons y arriver, je suis sûre. Donc vous pensez que, puisque vous parlez aussi d'unification de statut personnel, de séparation de l'Église et de l'État, donc vous pensez qu'une égalité des droits civiques entre toutes les communautés, on parle de la communauté LGBTQ+, aujourd'hui, on en parle beaucoup ce week-end, mais aussi des autres communautés dites marginalisées. Est-ce que vous pensez qu'une égalité des droits civiques entre toutes ces communautés est possible ? Un jour ou l'autre, je pense qu'elle est inévitable. Et en tout cas, moi, personnellement, je m'engage à toujours me battre pour. Mais me battre avec les mots, me battre avec le sourire, me battre avec l'amour, me battre avec les idées, pas avec les menaces, pas avec la violence, pas avec des rapports de force et pas avec de la provocation. Parce qu'il faut aussi faire très attention. In fine, ça sert qui, tout ça? Ça fait 3-4 jours, n'est-ce pas, que cette polémique enflammait les réseaux sociaux et les quartiers et les communautés, et la communauté LGBTQ et la communauté religieuse, et les communautés religieuses, vous l'avez dit vous-même, qui tout d'un coup se sont unifiées très rapidement. On aurait souhaité la même chose pour que les gens aient droit au pain, à l'eau, à l'éducation et à la santé, et à tous leurs droits économiques qui aujourd'hui sont inexistants. Mais ça sert à qui, tout ça? D'abord, à l'instrumentalisation politique. Et on l'a vu sur les réseaux sociaux, certaines personnalités qui ont décidé tout de suite de monter au créneau, de prendre position, de pointer le doigt d'autres. C'est pas utile. Et ensuite, ça a fait oublier aux gens que nous sommes sans pain. Aujourd'hui, c'est-à-dire, je discutais tout à l'heure, avant l'interview, avec quelqu'un de la rédaction qui m'a dit « On peut vivre d'eau et de pain, nous sommes sans eau et sans pain. » Mais au final, qu'est-ce qui est plus important au Liban ? Est-ce que cette polémique, on aurait pu s'en passer? C'est-à-dire qu'elle a d'un côté de la provocation, de l'autre côté une réaction violente et forcément réactionnaire. Et on oublie l'essentiel, et l'État est ravi, n'est-ce pas? Les forces en position aujourd'hui sont sûrement très amusés de nous voir nous étriper à ce sujet et d'oublier qu'ils arrivent à nous assurer ni eau, ni téléphone, ni électricité, ni médicaments, ni hôpitaux, ni écoles, ni... Là, vous dites qu'il y a aujourd'hui toute la crise économique, qu'il faudrait qu'on en discute et qu'on en parle et qu'on demande nos droits, mais aussi, par exemple, les membres de la communauté LGBTQ+, qui aussi demandent pour eux ces droits qui pour eux sont aussi essentiels. C'est pour ça que je dis, partons du point de vue de l'humain, des droits de l'homme. C'est qu'on arrête de dire eux et nous, c'est qui ces gens-là? Ça veut dire quoi les gens de la LGBTQ? Mais c'est nos familles. C'est nos sœurs, c'est nos cousins, c'est nos amis, c'est nos voisins, c'est nos meilleurs amis, c'est nos élèves. C'est qui eux? C'est qui nous? Nous sommes tous sans droit. Au Liban, nous sommes tous sans droit. Tous sans droit économique, tous sans droit civil, tous sans droit civique. Nous sommes tous sans droit. S'il y a une chose dans laquelle nous sommes égaux, c'est le non-droit. Tristement. Merci beaucoup, Asma Andraos, et en espérant pouvoir organiser avec vous cette table de dialogue entre toutes les personnalités religieuses et civiles qui peuvent faire avancer ce débat. Et merci beaucoup à vous de nous suivre sur Ici Beyrouth. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site web www.icibeyrouth.com et sur les réseaux sociaux.